Le dimanche 10 novembre, à 10h47 précise du matin, je me tenais sur le perron de ma propre maison au 847 Maple Street et j'ai découvert que ma clé ne fonctionnait plus. Je m'appelle Elizabeth Bennett. J'ai 68 ans. J'ai tourné cette clé 3 fois avant de comprendre ce qui s'était passé. Puis j'ai regardé le petit autocollant blanc près de la poignée. Secure Lock Installation. Vendredi 8 novembre, 15h15. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé à la porte. Je n'ai pas appelé la police. Je suis retourné à ma Honda Civic de 2015, je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai commencé à faire une liste dans ma tête de tout ce que j'allais faire ensuite. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Mon mari, James, est décédé le 3 avril 2023 à 11h42 du matin. Il était assis dans son fauteuil préféré, le fauteuil inclinable en cuir marron avec l'accoudoir gauche déchiré, lisant la section sportive du Star Tribune, quand son cœur s'est simplement arrêté. Je suis sorti de la cuisine avec sa deuxième tasse de café et j'ai su immédiatement. Certaines choses, on les sait. Nous avions acheté cette maison en 1978 pour 42 000 $. James avait 32 ans. J'en avais 28. Notre fils David avait 3 ans, courant en couche, et s'occupant de tout. La maison avait des appareils électroménagers vers avocat, des taches de rouille dans la baignoire, et un jardin qui faisait face à l'ouest pour que nous puissions regarder le coucher de soleil depuis la fenêtre de la cuisine. Ma grand-mère disait, une maison qui fait face au coucher de soleil est une maison qui sait se reposer. Nous nous sommes bien reposés ici. Mes grands-parents étaient des métayers dans le Mississippi. Mes parents faisaient partie de la Grande Migration. Ils sont venus à Minneapolis en 1952 à la recherche de quelque chose de mieux que de cueillir du coton pour un homme qui ne vous considérerait jamais comme un être humain. Quand James et moi avons acheté cette maison, nous n'achetions pas seulement du bois et des briques. Nous achetions ce que mon grand-père n'avait jamais eu, quelque chose qui était à nous. L'acte de propriété portait nos noms, James Robert Bennett et Elizabeth Mary Bennett, et la banque ne pouvait pas nous l'enlever tant que nous faisions nos paiements. Nous l'avons payé en 2003, 25 ans jour pour jour après avoir signé ces papiers. Pendant 10 ans après la mort de James, j'ai vécu ici seul. David appelait toutes les quelques semaines. « Comment vas-tu, maman ?» Des conversations rapides, toujours pressé d'aller quelque part. Il avait épousé Madison Wright en 2019, une consultante en marketing aux pommettes saillantes, aux mots plus tranchants, et issue d'une famille qui avait de l'argent ancien jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Madison était blanche, ce qui ne m'importait pas. Ce qui m'importait, c'était la façon dont elle regardait cette maison la première fois que David l'avait amenée, comme si c'était quelque chose qu'elle inspectait avant de décider de l'acheter. « C'est très habité », avait-elle dit, passant un doigt le long de la cheminée où je gardais ma photo de mariage. « C'est parce que des gens y ont vécu », avais-je répondu. Elle n'a pas ri. Puis 20 septembre 2024. David appela un mardi soir. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » Mon fils a 42 ans, mais je pouvais encore entendre le petit garçon dans sa voix quand il voulait quelque chose. « Vas-y, mon chéri. » Le cabinet de conseil de Madison a fait faillite. Les investisseurs se sont retirés, et ma firme vient de faire des licenciements. Je fais partie de ceux qu'ils ont laissés partir. Il fit une pause. Nous sommes dans une situation financière difficile. Pourrions-nous rester avec toi un moment? Juste 2, peut-être 3 mois, le temps de nous remettre. J'ai pensé à dire non. Je dormais bien pour la première fois depuis des années. Je mangeais quand je voulais, regardais mes émissions quand je voulais, gardais le thermostat à 22 degrés Celsius comme je voulais. Mais c'était mon fils. Bien sûr, dis-je, tu es toujours le bienvenu ici. Ils ont emménagé le dimanche 15 septembre. 4 valises, 2 sacs de vêtements, une télévision à écran plat de 65 pouces pour laquelle je n'avais pas de place murale, et tout le matériel de bureau à domicile de Madison. Elle a traversé chaque pièce avec son téléphone, prenant des photos. À des fins d'assurance, a-t-elle dit. La première semaine, de petites choses ont changé. Mon album de mariage a disparu du buffet du salon. Je l'ai retrouvé plus tard dans une boîte dans le placard du couloir étiqueté « Rangement articles personnels ». Nous avions besoin d'espace pour nos livres, a expliqué Madison quand j'ai demandé. Elle a fait un geste vers l'étagère qui contenait maintenant des livres avec des couvertures blanches et des lettres dorées, l'art de ranger, vivre minimaliste,
désencombrez votre esprit. Ceux-ci sont importants pour ma pratique du bien-être. T'as quelle pratique? Je me tourne vers le coaching de bien-être, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. La deuxième semaine, ils ont réarrangé les meubles. Le fauteuil de James, celui dans lequel il est mort, celui que j'avais gardé exactement tel quel, a été déplacé dans le garage. Il ne correspond pas au flux, a dit Madison. Je suis très sensible aux blocages énergétiques. David était juste là. Il m'a regardé, a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous le remettrons en place si tu veux, maman, a-t-il dit finalement. Ça va, je me suis entendu dire. Je ne voulais pas causer de problème dans ma propre maison. La troisième semaine, j'avais cessé de préparer mon rôti de bœuf du dimanche. Madison était végétalienne, expliquait-elle, et l'odeur de viande lui donnait la nausée. Je suis vraiment désolé, Elisabeth, mais pourrais-tu peut-être le cuisiner quand je ne suis pas à la maison? Elisabeth? Pas, maman. Pas même, Madame Bennett. Juste, Elisabeth, comme si j'étais une voisine qu'elle connaissait à peine. J'ai commencé à me considérer comme une invitée dans ma propre maison. À demander la permission d'utiliser le salon, à m'assurer que mes pantoufles n'étaient pas laissées là où Madison pourrait trébucher. À baisser la musique gospel que j'aimais jouer le dimanche matin parce qu'elle perturbait sa méditation. La conversation sur l'argent a commencé en octobre. Elisabeth, Madison a dit un soir, nous étions tous dans la cuisine, ou ce qui était ma cuisine. David et moi nous interrogions sur la situation financière ici. Vous savez, les charges, les taxes foncières, ce genre de choses. Nous voulons nous assurer que nous contribuons de manière appropriée. Vous n'avez pas à vous en soucier, dis-je, la maison est payée. J'ai ma pension du cabinet d'avocat. Vous étiez avocate? Ses sourcils se sont levés. Secrétaire juridique, 32 ans chez Morrison et Associés. Oh. Les sourcils sont redescendus. Eh bien, nous voulons juste nous assurer que tout est organisé. Avez-vous tous vos documents en ordre? Testament, procuration, ce genre de choses. Quelque chose de froid a touché l'arrière de mon cou. Pourquoi demandez-vous? Juste pour planifier l'avenir. Vous prenez de l'âge et il est important que ces choses soient réglées. Ma mère a dû aller en résidence assistée l'année dernière et nous n'étions pas préparés. C'était un cauchemar. J'avais 68 ans, pas 88. Je travaillais dans mon jardin tous les matins. Je me rendais à l'église en voiture. Je faisais du bénévolat au centre communautaire, apprenant aux enfants à lire. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste hoché la tête et changé de sujet. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans la chambre. Ma chambre, celle où j'avais dormi avec James pendant 38 ans, celle que je leur avais donnée parce que la lumière est meilleure ici, et nous avons besoin d'espace pour notre installation de travail. Elle vieillit, la voix de Madison traversait le mur. Nous devrions commencer à penser à des arrangements à long terme. Elle va bien, Madison. Elle est aussi vive que jamais pour l'instant, mais éventuellement elle aura besoin de soins, et cette maison est trop grande pour elle. Les impôts fonciers à eux seuls. Ne pouvons-nous pas parler de cela en ce moment? Nous devons en parler un jour ou l'autre. Je suis juste réaliste. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans la petite chambre d'amis, ma chambre d'amis, dans ma propre maison, et je fixais le plafond, écoutant la maison s'installer autour de moi. Les mêmes grincements et gémissements que j'avais connus pendant 46 ans. La maison me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de dire. Pas encore. Ruth Williams a appelé le jeudi 7 novembre, à 14h30. Ruth était ma meilleure amie depuis 1987, lorsque nous faisions toutes les deux du bénévolat dans le même programme parascolaire. Elle était assistante sociale, à la retraite maintenant, vivait à Stillwater avec sa sœur Diane. Lizzie, sa voix était rauque, épaisse. Diane est partie. Décédée ce matin. Oh, Ruth. Oh, ma chérie. Je suis tellement désolé. Je ne peux pas. Elle a rompu. Je l'ai entendu pleurer. Vraiment pleurer. Le genre de pleurs qui vient de quelque part profond. Je ne peux pas faire ça seul. Peux-tu venir juste quelques jours? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... J'arrive, dis-je. Je partirai demain matin.
J'ai dit à David et Madison au dîner. Je vais à Stillwater demain pour aider Ruth. Sa sœur vient de décéder. Combien de temps seras-tu parti? Demanda Madison. Quelques jours. Je serai de retour dimanche midi. Oh. Quelque chose a traversé le visage de Madison. Prends ton temps, Elizabeth. Ruth a besoin de toi. Nous tiendrons la maison ici. Je peux gérer les choses, maman, David a ajouté. Occupe-toi de ton ami. J'ai fait ma valise du soir. Juste l'essentiel, 2 tenues de rechange, mes articles de toilette, mes médicaments. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit sur le bloc-notes que j'avais depuis 1995. Parti chez Ruth à Stillwater. Retour dimanche, 11h. Il y a une cocotte de poulet dans le réfrigérateur. Elizabeth. Vendredi matin. Je suis parti à 8h15. En quittant l'allée, j'ai regardé en arrière la maison. Madison était debout à la fenêtre de la cuisine, me regardant partir. Elle a levé une main pour saluer. J'aurais dû savoir alors. J'aurais dû le sentir dans mes os comme je sentais James partir avant même qu'il ne soit parti. Mais j'étais inquiète pour Ruth. Et parfois, le chagrin vous aveugle au danger. J'ai conduit les 2 heures jusqu'à Stillwater, l'esprit au passé, à la sœur de Ruth, à James, à toutes les personnes que nous avions aimées et perdues. Au moment où je me suis arrêté devant la petite maison de Ruth sur Cherry Street, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Ruth avait besoin de moi. Elle avait besoin de quelqu'un pour appeler les pompes funèbres, pour trier les affaires de Diane, pour simplement s'asseoir avec elle dans le silence. Pendant 3 jours, j'ai fait ça. Je lui ai préparé du thé. J'ai répondu au téléphone quand les proches appelaient. Je lui ai tenu la main quand elle ne pouvait pas arrêter de trembler. Dimanche matin, Ruth avait meilleure mine. Un peu de couleur était revenue sur son visage. Tu devrais rentrer chez toi, Lizzie. Tu as ta propre vie. Tu es sûr que ça va? Je suis sûr. Merci d'être là. Je n'aurais pas pu. Merci. Je l'ai serré fort dans mes bras et je suis parti à 9h30, prévoyant d'être rentré avant midi, comme je l'avais dit. Je suis arrivé dans mon allée à 10h43. La Lexus noire, celle que j'avais aidé David et Madison à acheter il y a 2 ans quand ils avaient eu des difficultés, était garée exactement là où j'avais laissé de la place. La maison semblait la même. Les hortensias que j'avais plantées en 1985 étaient toujours là, bien que quelqu'un les ait mal taillées, les coupant trop tôt pour la saison. Je me suis dirigé vers le porche, portant mon sac de voyage. J'ai mis ma clé dans la serrure, je l'ai tournée, rien. La clé est entrée, mais elle n'a pas tourné. Comme si la serrure avait gelé, sauf que nous étions en novembre et qu'il ne faisait pas encore si froid. J'ai essayé encore une fois, puis une 3e. C'est là que j'ai vu l'autocollant. Blanc, petit, tout neuf. Secure Lock Installation. Vendredi 8 novembre, 15h15. Vendredi, le jour après mon départ, pas même 24 heures après que je sois parti en voiture, je me tenais là, regardant cet autocollant et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la colère, pas même de la tristesse, juste une compréhension froide et claire. J'ai sonné à la porte, j'ai attendu, j'ai sonné de nouveau. Pas de réponse. J'ai frappé. Des coups lourds et solides que je savais qu'ils pouvaient entendre. Toujours rien. Leur voiture était dans l'allée. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Je pouvais voir du mouvement à travers les rideaux. Ils étaient à la maison. Ils ne répondaient juste pas. Je suis allé à la porte arrière, verrouillée. Les fenêtres toutes verrouillées. Même la fenêtre du sous-sol qui ne se fermait jamais tout à fait correctement était hermétiquement verrouillée. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assise sur le siège conducteur. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais de la lente prise de conscience de ce qui venait de m'arriver. J'ai appelé David. Ça a sonné 4 fois, puis ça a basculé sur la messagerie vocale. David, c'est ta mère. Je suis de retour de chez Ruth. Les serrures ont été changées. Je ne peux pas entrer dans ma maison. Rappelle-moi. J'ai attendu 10 minutes. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai appelé Madison. Directement sur la messagerie vocale,
comme si elle avait bloqué mon numéro. 20 minutes passèrent, puis 30. Je suis resté dans ma voiture, regardant ma propre maison, attendant que quelqu'un reconnaisse mon existence. À 11h15, j'ai ouvert mon email sur mon téléphone. Peut-être que David avait envoyé une explication. Peut-être y avait-il une urgence, une raison. Il y avait 3 nouveaux emails. Le premier venait de la First National Bank du Minnesota. Objet, confirmation de demande de recherche de titre de propriété. Je l'ai ouvert. Chère mademoiselle Bennett, cet email confirme qu'une recherche de titre de propriété a été demandée pour le 847 Maple Street, Minneapolis, Minnesota 55404 le jeudi 7 novembre 2024 à 14h17. La demande a été soumise via la banque en ligne en utilisant le compte se terminant par 4729. Le compte se terminant par 4729. C'était le compte de David, le compte joint que je lui avais ajouté il y a 5 ans pour les urgences. J'ai vérifié l'horodatage. 7 novembre, 14h17. Jeudi, la veille de mon départ pour Stillwater, 45 minutes avant que Ruth n'appelle. Ce n'était pas une réaction. Ce n'était pas une décision spontanée. C'était un plan. Je ne suis pas parti. Je sais que cela semble simple, mais c'était la décision la plus difficile que j'ai prise depuis que j'ai enterré James. Chaque instinct me disait de m'éloigner, d'appeler Ruth, de trouver n'importe où, n'importe quel autre endroit où être. Mais c'était ma maison, la maison où mon mari et moi avions construit une vie, la maison pour laquelle nous nous étions battus lorsque les banques continuaient de refuser des prêts dans des quartiers comme le nôtre. J'ai roulé 2 pâtés de maison et je me suis garé devant la maison des Johnson. Ils étaient en Floride pour l'hiver. Ça ne les dérangerait pas. De là, je pouvais encore voir mon Porsche si je tournais la tête. Je suis resté là tandis que l'après-midi se transformait en soirée. À 16h30, j'ai vu Madison sortir par la porte d'entrée. Elle portait un pantalon de yoga et un pull en cachemire, tenant une tasse de café à 2 mains. Ma tasse de café, celle que David m'avait offerte pour la fête des mères en 2019 avec « La meilleure maman du monde » imprimée sur le côté. Elle s'est tenue sur le porche et a regardé autour d'elle, non pas en cherchant, mais en inspectant, comme quelqu'un qui admire une propriété qu'il possède. Puis elle a souri, a pris une gorgée de café et est rentrée. Ce sourire m'a dit tout ce que je devais savoir. À 18h, mon estomac a commencé à gargouiller. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner chez Ruth. Il y avait une station-service à 3 pâtés de maison, le Speedway sur Lindale Avenue. J'y ai conduit, j'ai utilisé les toilettes, j'ai acheté un sac de cacahuètes et une bouteille d'eau. Le jeune homme derrière le comptoir, il n'avait pas plus de 22 ans, un jeune noir avec de jolies tresses, m'a regardé avec inquiétude. « Vous allez bien, madame ?»« Je vais bien, mon chéri. Juste une longue journée. Vous avez besoin que j'appelle quelqu'un ?» La gentillesse de sa voix m'a presque brisé. « Non, merci. J'apprécie que vous ayez demandé, cependant. » Il a hoché la tête lentement. « Prenez soin de vous. » Je suis retourné à ma voiture et j'ai mangé les cacahuètes une par une, les arrosant d'eau qui avait un goût de plastique. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. « Maman, j'ai vu que tu avais appelé. Tout va bien ?» J'ai fixé ce SMS pendant 1 minute entière. Tout va bien? Comme s'il ne savait pas. Comme si sa mère n'était pas enfermée hors de sa propre maison. Mangeant des cacahuètes de station-service dans une voiture à 2 pâtés de maison. J'ai répondu. Je suis à la maison. Les serrures sont changées. Je ne peux pas entrer. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont apparus de nouveau. Puis, oh non. Madison a dû faire ça pour la sécurité. Nous avons eu une alerte d'effraction vendredi. Je te donnerai une clé demain. Une alerte d'effraction le même jour où ils ont demandé une recherche de titre de propriété sur ma maison. Je n'ai pas répondu. La nuit est tombée. La température a chuté à 6 degrés Celsius. J'avais une couverture dans le coffre, une vieille couverture matelassée que je gardais pour les urgences, et je me suis enveloppé dedans sur le siège conducteur. Mes genoux ont commencé à me faire mal vers 20h. À 22h, mon bas du dos criait. À mon âge, votre corps ne vous pardonne pas de dormir dans les voitures. J'ai essayé de dormir,
mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce sourire. Le sourire satisfait de Madison tandis qu'elle inspectait son royaume. À 1h47 du matin, j'ai dû retourner aux toilettes. La station-service était fermée. Je suis allé au McDonald's ouvert 24h24 sur Lake Street. Je suis entré, j'ai utilisé leurs toilettes, j'ai acheté un petit café que je ne voulais pas, juste pour qu'ils ne me prennent pas pour une sans-abri. La femme au comptoir, Latina, peut-être 50 ans, badge avec le nom, Rosa, m'a regardé avec reconnaissance. Non pas de qui j'étais, mais de ce que je traversais. Les femmes savent. Nous savons toujours. Vous voulez de la crème et du sucre avec ça, chérie? S'il vous plaît, elle a mis du sucre en plus sans demander. Vous avez un endroit chaud où aller ce soir? J'en aurai un demain, dis-je. Elle a hoché la tête. Restez aussi longtemps que vous avez besoin. C'est calme ce soir. Je me suis assise dans une cabine près de la fenêtre pendant 1 heure, faisant durer ce café, sentant la chaleur me revenir dans les os. Quelques autres personnes sont venues et sont reparties. Un groupe d'adolescents, un homme en uniforme de sécurité, une femme avec un bébé endormi. Nous tous, juste essayant de passer la nuit. À 3 heures du matin, je suis retourné à ma voiture, je me suis assise là dans l'obscurité, regardant les lampadaires peindre des ombres oranges sur le tableau de bord. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Pas la trahison. J'avais compris cela il y a des heures. Ce qui m'a frappé, c'est le calcul qu'il y avait derrière. Ils avaient attendu que je parte. Ils l'avaient planifié pour le lendemain de mon départ. Ils avaient recherché les implications juridiques, et ils avaient fait tout cela pendant que je préparais leur repas, lavais leurs vêtements, me faisais petite dans ma propre maison. J'ai pensé à James, à ce qu'il dirait s'il pouvait voir ça. En fait, je savais exactement ce qu'il dirait. Il me l'avait dit il y a 20 ans, quand David avait divorcé pour la première fois et voulait revenir à la maison. Lizzie, James m'avait dit, tu aimes ce garçon de tout ton cœur. Mais l'amour sans limite n'est qu'une permission d'être utilisée. Tu m'entends? J'avais hoché la tête, mais je n'avais pas vraiment compris. Pas alors. Je comprenais maintenant. À 5h47 du matin, le ciel a commencé à devenir gris. J'ai regardé ma maison se réveiller. Des lumières se sont allumées dans la cuisine, ma cuisine. Je pouvais voir Madison se déplacer à l'intérieur, faisant probablement son smoothie du matin dans le Vitamix que j'avais acheté pour Noël parce qu'elle disait qu'elle en avait vraiment besoin pour sa santé. À 6h15 du matin, j'ai appelé Frank Peterson. Frank Peterson était l'ami de James depuis 1984. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réunion communautaire sur la sécurité du quartier. Frank possédait Peterson & Hardware & Locksmith sur East Franklin Avenue. Il le possédait depuis 40 ans. Quand James est mort, Frank est venu aux funérailles dans son plus beau costume et m'a dit, « Tout ce dont tu as besoin, Lizzie ? N'importe quoi. » Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Peterson S. Frank, c'est Elizabeth Bennett. Une pause. Lizzie, qu'est-ce qui ne va pas? Il est 6 heures du matin. J'ai besoin de changer les serrures aujourd'hui. Tout de suite si tu peux. Une autre pause, plus longue cette fois. Frank était un homme intelligent. Il savait qu'il y avait une histoire ici et il savait qu'il valait mieux ne pas la demander au téléphone. Quelle est l'adresse? 847 Maple Street. C'est ta maison. Oui. Je serai là dans 30 minutes. Frank, je dois te dire qu'il y a des gens à l'intérieur qui pourraient. Lizzie? Il me coupa, sa voix douce mais ferme. Je te connais depuis 40 ans. James était mon frère. Si tu m'appelles à 6 heures du matin pour changer les serrures de ta propre maison, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je serai là dans 30 minutes. Il a raccroché. Je suis retourné à ma maison et je me suis garé dans l'allée avec audace, ouvertement, comme si j'avais tout à fait le droit d'être là parce que je l'avais. À 6h43, le fourgon blanc de Frank s'est arrêté. Il est descendu lentement. Il avait 71 ans maintenant, bougeait un peu raide, et s'est dirigé vers ma voiture. J'ai baissé la vitre. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Ça ira. » Il a regardé la maison, puis de nouveau moi. « Ils ont changé ces serrures pendant que tu étais parti. Vendredi après-midi.
Je l'ai découvert hier. La mâchoire de Frank s'est serrée. Il n'a pas demandé qui ils étaient. Pas besoin. Réparons ça. Il s'est mis au travail. Il lui a fallu exactement 23 minutes pour retirer l'ancienne serrure et installer un pen dormant. Un Schlage BE 365, m'a-t-il dit. Le même genre que ceux utilisés dans les bâtiments commerciaux. Celui-ci a une gâche renforcée, a-t-il expliqué en travaillant. On ne peut pas le défoncer. On ne peut pas le crocheter facilement. Ta maison, ta serrure. À 7h09, il m'a tendu 2 clés en laiton. Tu veux plus de copies? Non. 2 suffisent. Ça fera $185 pour les pièces et la main-d'œuvre. J'ai sorti mon portefeuille, mais il l'a repoussé. Considérez ça comme un cadeau. James m'a aidé plus de fois que je ne peux le compter. C'est ma façon de rendre l'appareil. Frank. Lizzie, laisse un vieil homme faire quelque chose de bien. Il m'a serré l'épaule. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose, n'importe quoi. Il est parti en voiture juste au moment où le soleil se levait au-dessus du toit. Je me suis tenu sur mon Porsche, et j'ai mis la clé dans la serrure. Elle a tourné en douceur, parfaitement. Le pen dormant s'est ouvert avec le son de tout qui se remet en place. J'ai ouvert la porte et je suis entré dans ma maison. L'odeur m'a frappé en premier. Pas l'odeur de ma maison. Pas le café fulgé et l'huile de coco que j'utilisais sur ma peau. Et la légère odeur de la cire de citron que j'utilisais pour nettoyer tous les samedis. C'était différent. Des bougies coûteuses, de la lavande quelque chose. Ce spray à l'eucalyptus que Madison utilisait toujours. Ma photo de mariage manquait toujours du buffet. Le canapé de couleur crème avait de nouveaux coussins, gris et blancs, minimalistes. Les livres sur l'étagère étaient toujours tous ceux de Madison, mais le sol grinçait toujours au même endroit près du couloir. La lumière du matin passait toujours par la fenêtre de la cuisine avec exactement le bon angle pour faire briller le vieux linoléum. La maison se souvenait de moi, même s'ils avaient essayé de m'en effacer. Je suis allé dans la chambre principale, ma chambre, celle que j'avais abandonnée. Le peignoir de soie de Madison était accroché au dos de la porte. Son maquillage était étalé sur la commode qui contenait autrefois les montres et les boutons de manchette de James. Le lit était défait. Des draps blancs coûteux emmêlés. Probablement du coton égyptien à 800 fils parce que Madison n'aimait que les choses de qualité. Je n'ai rien touché. J'ai juste regardé, mémorisé, compris. Puis je suis allé dans la chambre d'amis où il m'avait mise. Une boîte était posée sur le sol, étiquetée de l'écriture de Madison. Elisabeth, a donné. À l'intérieur se trouvaient mes affaires. Mes albums photos, la Bible de ma mère, la courte pointe que ma grand-mère avait faite en 1967. Tout emballé comme des ordures. J'ai ramené cette boîte dans ma chambre, ma vraie chambre, je l'ai posée sur le lit. Puis j'ai commencé à rassembler les affaires de Madison et David. Je ne les ai pas jetées, n'est-ce pas? J'ai plié chaque vêtement, fermé chaque valise, ramassé chaque article de maquillage, chaque câble de charge, chaque bouteille de compléments coûteux. J'ai travaillé, avec soin, comme si j'emballais pour quelqu'un qui partait pour un long voyage. Cela m'a pris 1h40. À 8h52 du matin, j'ai porté la première valise sur la pelouse devant, puis la deuxième, puis les sacs de vêtements, puis les cartons. Je les ai alignés proprement le long du bord du Porsche, organisés par type. Vêtements ici, appareils électroniques là, articles de salle de bain dans leur propre pile. Madame Chen d'en face recevait son journal. Elle s'est arrêtée et a regardé. J'ai salué. Elle a salué en retour avec incertitude. À 9h15, tout était dehors. Je suis rentré, je me suis fait une tasse de thé, du vrai thé, le Lipton que j'aimais, pas le thé fantaisiste en vrac bio de Madison, n'importe quoi, et je me suis assise à la table de la cuisine. J'étais assise là, de la vapeur s'élevant de ma tasse quand je l'ai entendu. Le son d'une clé qui ne fonctionne pas, puis des coups, urgents, confus. Elisabeth. La voix de Madison était aiguë de confusion. Elisabeth, qu'est-ce qui ne va pas avec la serrure? J'ai siroté mon thé. Plus de coups, plus fort maintenant. Elisabeth, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la porte et je l'ai ouverte.
Madison se tenait là dans ses vêtements de sport, les cheveux en queue de cheval parfaite, le visage rougi de colère. Derrière elle, David sortait de la Lexus, téléphone à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Madison a fait un geste vers les bagages sur la pelouse. Pourquoi nos affaires sont-elles dehors? Que as-tu fait à la serrure? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. J'ai changé les serrures de ma maison. Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux. Ce n'est pas drôle, Elisabeth. Nous vivons ici. Non, dis-je calmement. Vous êtes resté ici temporairement. C'est différent. David a atteint le porche, respirant difficilement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je me suis tourné vers mon fils. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Découvrir quoi? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré l'email de la banque, la recherche de titre de propriété, jeudi 7 novembre, 14h17, la veille de mon départ. Son visage est devenu pâle. Maman, je peux expliquer. Tu as demandé une recherche de titre de propriété sur ma maison pendant que je faisais mes valises pour aider mon ami à enterrer sa sœur. Ce n'était pas nous étions justes. J'ai sorti les emails imprimés que j'avais consultés à 2h du matin depuis le McDonald's. Ce que j'avais trouvé en me connectant à l'email de David. Le mot de passe était toujours « David 1982 », comme il l'avait été pendant 20 ans. 23 octobre, j'ai lu à voix haute. Email de Madison au cabinet d'avocats Sterling & Associates. Question sur les lois d'usucapion au Minnesota. Si quelqu'un vit dans une propriété pendant X temps, peut-il en revendiquer la propriété? Le visage de Madison est devenu blanc. 30 octobre. Email à Happy Meadows Senior Living. Demande d'informations sur les établissements de soins pour la mémoire pour un patient atteint de démence au stade précoce, âgé de 68 ans. Je n'ai pas de démence, dis-je, en regardant David. J'ai travaillé comme secrétaire juridique pendant 32 ans. Je sais ce que ces emails signifient. David a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. 2 novembre, j'ai continué, email de Madison à David Said. Donc vous saviez tous les deux ce que vous faisiez, et, si on la met en établissement, la maison nous est transférée en vertu de la clause de tutelle financière. Ce n'est pas du vol. C'est de la prévoyance. Silence. Silence complet. Vous ne m'aidiez pas, dis-je doucement. Vous m'expulsiez de ma propre maison. La maison que ton père et moi avons achetée en 1978, quand les banques discriminaient encore les familles noires comme la nôtre. La maison que nous avons payée avec l'argent que nous avons gagné quand des gens comme les parents de ta femme n'embaucheraient pas des gens qui nous ressemblaient. Madame Bennett, Elisabeth, Madison a commencé. Cette maison est à mon nom, dis-je. Uniquement à mon nom. James l'a mise à mon nom seul en 2015 quand il a mis à jour le testament. Vous n'avez aucune prétention dessus. Aucun fondement juridique, aucun droit. Je me suis reculé de la porte. Vous avez 20 minutes pour charger votre voiture et partir. Après cela, vous êtes en infraction et j'appellerai la police. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Madison est devenue aiguë, paniquée. Nous n'avons nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de me faire déclarer incompétente. David a finalement retrouvé sa voix. Maman, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Madison m'a convaincu. N'ose pas la blâmer, dis-je. Et ma voix était calme. Tu as 42 ans. Chaque décision que tu as prise, tu l'as prise. Tu aurais pu dire non. Tu aurais pu l'arrêter. Tu aurais pu m'appeler et demander, maman, est-ce ce que tu veux? Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissé ouvrir mon courrier. Tu l'as laissé emballer la Bible de ma mère. Tu l'as laissé appeler des résidences pour personnes âgées dans mon dos. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis désolé. Moi aussi, dis-je. Tu as 19 minutes. Ils ont chargé la voiture en silence. Madison pleurait des larmes de colère, claquant le coffre, jetant des choses. David bougeait comme un homme dans un rêve, lent et choqué. À un moment donné, il s'est arrêté et m'a regardé. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, David. Où étais-je censé aller quand tu as changé ces serrures? Il n'a pas eu de réponse à cela.
À 9h47 du matin, la Lexus est sortie de l'allée. Madison n'a pas regardé en arrière. David l'a fait une fois. Son visage un masque de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Du regret, peut-être, ou simplement surpris que sa mère ait une colonne vertébrale. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il tourne le coin et disparaisse. Puis je suis entré, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La maison était silencieuse, de nouveau à moi. J'ai traversé chaque pièce, touchant les murs, les meubles, les rebords de fenêtres, récupérant chaque centimètre. Quand je suis arrivé dans la chambre principale, je me suis assise sur le lit, mon lit. Et enfin, je me suis laissé pleurer. Pas pour eux, pour moi. Pour la femme qui s'était faite si petite que son propre fils pensait qu'elle disparaîtrait sans se battre. Mon téléphone a sonné. Ruth. Lizzie, tu vas bien? Je m'inquiétais. Je me suis essuyé les yeux. Ruth, je dois te dire quelque chose. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis Ruth a ri. Pas un rire méchant. Un rire fier. Mon Dieu, James est en train de t'encourager là-haut. Tu le sais? Tu penses? Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai regardé autour de ma chambre, ma maison, ma vie. Je vais vivre, Ruth. Juste vivre dans ma propre maison, à mes propres conditions. Amen. Après que nous ayons raccroché, je me suis préparé un petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Des œufs, du bacon et de la semoule cuit comme je les aimais. J'ai mangé à la table de la cuisine avec le journal du dimanche étalé devant moi, la lumière du matin chaude sur mon visage. Dehors, Madame Chen regardait toujours. Elle a croisé mon regard à travers la fenêtre et m'a fait un pouce levé. J'ai souri et j'ai levé ma tasse de café en guise de toast. À la liberté, aux limites, aux serrures dont je seul avais les clés. Lundi matin, 11 novembre, à 9h précise, j'étais assise dans le bureau de Karen Washington, avocate. J'avais trouvé son numéro dans les pages jaunes. Oui, j'utilise toujours les pages jaunes, spécialiste en droit des personnes âgées. Son bureau était sur Nicolet Avenue, au 3e étage d'un vieil immeuble avec des fenêtres donnant sur le centre-ville de Minneapolis. La salle d'attente avait des photos au mur. Karen avec le maire, Karen lors d'événements communautaires, Karen recevant un prix de l'association du barreau de l'État du Minnesota. Elle est venue me saluer elle-même, une femme noire d'une 50aine d'années, aux cheveux naturels et aux dreadlocks tirés en arrière avec un foulard coloré, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et d'un sourire qui disait qu'elle avait entendu toutes les histoires possibles. Madame Bennett, je suis Karen Washington. Venez. Son bureau était rempli de livres de droit et de photos de famille. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur un fauteuil confortable en face de son bureau. Alors, vous avez dit au téléphone que c'était urgent. Racontez-moi tout. Je lui ai tout raconté. Les serrures, les emails, la recherche de titres de propriété, les demandes de renseignements sur les résidences pour personnes âgées. Je lui ai montré les emails imprimés que j'avais trouvés. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a secoué la tête. Madame Bennett, vous n'êtes pas la première personne à s'asseoir sur cette chaise avec cette même histoire. L'abus financier envers les personnes âgées est une épidémie, et ce sont presque toujours des membres de la famille qui le font. Elle a tapoté son stylo sur le bureau. La bonne nouvelle est que vous l'avez détecté tôt. Vous avez agi et vous avez des preuves. Cela vous place bien en avance sur la plupart. Je dois me protéger, dis-je. Légalement, pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Intelligent. Voici ce que nous allons faire. Elle a exposé le plan, écrivant pendant qu'elle parlait. Premièrement, mettre à jour le testament. La maison resterait à mon nom, et à mon décès, elle ne serait pas automatiquement transférée à David. Au lieu de cela, le testament inclurait une clause stipulant que David ne pourrait hériter que si nous avions reconstruit notre relation de manière significative, définie comme un contact constant, un respect mutuel et une compréhension démontrée des torts passés. Si ces conditions n'étaient pas remplies dans les 5 ans suivant mon décès, la maison serait vendue et le produit irait au Fonds d'éducation de la jeunesse du nord de Minneapolis, un programme de bourse pour les étudiants noirs. De cette façon, a expliqué Karen, vous ne l'excluez pas complètement.
Vous lui donnez une chance d'être le fils que vous avez élevé, mais vous précisez également que l'héritage est un privilège, pas un droit. Deuxièmement, la procuration. Je retirerai David de tous les documents de procuration financière et médicale. Ruth Williams deviendrait mon agent principal, avec Karen comme agent secondaire. Votre amie Ruth? Karen a demandé, vous lui faites entièrement confiance avec ma vie? Bien. C'est elle qui devrait avoir ce pouvoir, pas quelqu'un qui a déjà montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Troisièmement, la directive de soins de santé. Un document clair et juridiquement contraignant énonçant mes souhaits en matière de soins de fin de vie. Qui pourrait prendre des décisions médicales si je ne le pouvais pas? Et c'était l'idée de Karen. Une clause spécifique stipulant que j'étais saine d'esprit à cette date, le 11 novembre 2024. Vérifié par examen médical. Nous vous ferons voir un médecin cette semaine pour une évaluation cognitive, a dit Karen. De cette façon, si quelqu'un essaie un jour de prétendre que vous n'étiez pas compétente lorsque vous avez fait ces changements, nous avons des preuves médicales que vous l'étiez. La consultation a duré 2 heures. Quand nous avons eu fini, Karen m'a accompagné à la porte. Madame Bennett, puis-je vous dire quelque chose de confidentiel, s'il vous plaît? Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire. Son fils, mon oncle, a essayé de la faire déclarer incompétente pour pouvoir prendre sa maison. Elle avait 70 ans, aussi vive qu'une attaque, mais il a dit à tout le monde qu'elle avait de la démence. Les yeux de Karen sont devenus durs. Elle l'a combattu au tribunal et a gagné, mais cela a brisé quelque chose en elle. Elle n'a plus jamais été la même. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez forte. Et vous l'êtes. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Elle m'a serré la main. J'aurai les documents prêts d'ici vendredi. Et Madame Bennett, votre mari serait fier. J'ai commencé à pleurer là, dans son bureau. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Il le serait. J'ai réussi à dire, il le serait vraiment. Pendant 3 semaines, je n'ai rien entendu de David. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Bien. J'avais besoin du silence. Besoin de me souvenir ce que c'était de se réveiller dans sa propre maison sans marcher sur des œufs. De cuisiner ce que je voulais quand je voulais, de mettre ma musique gospel à 7 heures du matin le dimanche sans m'inquiéter de déranger la méditation de quelqu'un. Le premier dimanche après leur départ, le 17 novembre, j'ai fait un rôti de bœuf, un vrai, avec des pommes de terre, des carottes et des oignons, comme James l'aimait. L'odeur a rempli toute la maison, riche et chaude et mienne. J'ai appelé Ruth. Tu fais quelque chose pour le dîner? Juste moi et un repas allégé. Viens. J'en ai fait trop. Elle est arrivée à 17h30 avec une bouteille de vin et une tarte aux noix de pécan. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, ma table dans ma cuisine, et avons mangé jusqu'à ne plus pouvoir. Nous avons parlé de tout sauf de David et Madison. Nous avons parlé des petits-enfants de Ruth à Chicago, du nouveau pasteur de l'église, de la fille de Madame Chen qui venait d'avoir des jumeaux. Tu sais ce que j'ai réalisé, dis-je, nous versant plus de vin. Quand ils étaient là, j'ai arrêté d'inviter des gens, j'ai arrêté d'aller aux fêtes de l'église, j'ai arrêté de faire du bénévolat au centre d'alphabétisation. Pourquoi? Parce que j'étais gêné. Je ne voulais pas que les gens voient à quel point j'étais devenue petite dans ma propre maison. Ruth a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tu n'es plus petite. Non, j'ai acquiescé. Je ne le suis pas. La semaine suivante, je suis retourné à l'église. New Rising Star Baptiste, où j'étais membre depuis 35 ans. Je suis entré pendant la section d'appel et réponse du sermon, et sœur Patricia m'a vu et a halté fort. Elisabeth Bennett, ma fille, où étais-tu? Après le service, j'ai été assailli. Des gens me serraient dans leurs bras, me demandant où j'avais disparu, me disant que j'avais manqué. J'ai rejoint à nouveau la chorale, section alto, où j'avais chanté depuis 1989. Nous avions répétition tous les jeudis à 18h30, et c'était comme rentrer à la maison. J'ai recommencé à travailler dans mon jardin. Les plants de tomates étaient morts à cause de la première gelée, mais je pouvais préparer les plates-bandes pour le printemps. Madame Chen est venue un après-midi pendant que je désherbais. C'était tout un spectacle l'autre dimanche, a-t-elle dit en souriant. J'espère que je ne vous ai pas dérangé.
Me déranger? Ma chère, je criais de joie. Ma fille a essayé de me faire la même chose il y a 2 ans. Elle voulait me placer en maison de retraite et vendre ma maison. Elle a secoué la tête. Je lui ai dit exactement ce que vous avez dit à ces deux-là. Pas de mon vivant. Nous avons fini par prendre un café ensemble. Elle m'a présenté son mari, Robert, qui avait pris sa retraite de la poste et avait un air de poker redoutable. Vous jouez aux cartes, a-t-il demandé. Pas depuis des années. Eh bien, vous devriez. Nous avons un groupe qui se réunit tous les 2 vendredis. Vous vous intégreriez parfaitement. J'ai commencé à aller à la soirée de cartes, j'ai commencé à dire oui aux invitations. J'ai recommencé à vivre. Mais David n'arrêtait pas d'appeler. Le premier appel est arrivé le 19 novembre. J'ai vu son nom sur l'écran et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Maman, c'est moi. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler. Je comprends. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je l'ai supprimé. Le deuxième appel est arrivé le 25 novembre, jour de Thanksgiving. Une autre messagerie vocale. Maman, c'est Thanksgiving. Je suis seul dans un studio à Bloomington, mangeant des plats chinois à emporter, et tout ce à quoi je peux penser, c'est ta dinde et ta farce. Mais surtout, je pense à la façon dont je t'ai traité. Comment j'ai laissé Madison te traiter. Comment je suis devenu quelqu'un dont papa aurait eu honte. Je suis tellement désolé, maman. Je suis tellement désolé. J'ai sauvegardé celui-là. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai juste fait. Le troisième appel est arrivé le 1er décembre. Maman, je ne vais pas continuer à appeler si tu ne veux pas que je le fasse, mais je dois te dire quelque chose. Je suis en thérapie. Une vraie thérapie, 2 fois par semaine. La thérapeute m'a demandé quand j'ai cessé de te considérer comme ma mère et que j'ai commencé à te considérer comme un obstacle à ce que Madison voulait. Je n'ai pas pu répondre à ça. Je n'ai pas pu dire exactement quand c'est arrivé, mais j'essaie de comprendre. J'essaie d'être meilleur. Je t'aime. Même si tu ne me pardonnes jamais, je t'aime. J'ai écouté ce message 3 fois. Puis j'ai appelé Ruth. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'écouter. Une partie de moi pense que c'est trop tôt. Une partie de moi pense que c'est trop tard. Quelle partie est la plus forte? J'ai réfléchi à ça. La partie qui veut attendre, voir si c'est réel ou si c'est juste la culpabilité qui parle. Alors attends, dit simplement Ruth. S'il est sérieux dans son changement, il le prouvera avec le temps. Pas avec des mots. Alors j'ai attendu. Le 10 décembre, un mardi, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre dans une enveloppe de couleur crème avec mon nom écrit de l'écriture de David. J'ai fait du thé avant de l'ouvrir. Je me suis assise à la table de la cuisine où la lumière de l'après-midi était la meilleure. J'ai pris une grande inspiration. Puis je l'ai ouverte. Chère maman, je suis en thérapie depuis 4 semaines maintenant. Le docteur Reynolds est un homme bien, un homme noir de l'âge de papa, ce qui, je pense, est important. Il m'a posé une question la semaine dernière à laquelle je n'ai pas pu arrêter de penser. Quand as-tu cessé de considérer ta mère comme une personne? Je lui ai dit que je n'avais jamais cessé. Il a dit, alors comment as-tu pu faire ce que tu as fait? Je n'ai pas eu de réponse. Je n'en ai toujours pas. Pas vraiment. Madison et moi nous séparons. Pas encore divorcés, mais nous vivons séparément et elle retourne à Boston pour être près de sa famille. Tu dois savoir que ce n'est pas à cause de la maison. C'est parce que j'ai enfin vu ce qu'elle nous faisait à tous les deux. Elle n'a pas seulement essayé de prendre ta maison. Elle m'a pris ma voix, mon jugement, mon souvenir de qui j'étais avant de la rencontrer. Tu te souviens quand j'étais au lycée et que j'ai été suspendu pour bagarre? J'ai frappé Trevor Matthews parce qu'il t'a insulté racialement. Toi et papa m'avaient puni, mais papa a aussi dit, je suis fier que tu aies tenu bon. Trouve juste de meilleures façons de le faire. C'est la personne que tu m'as élevé à être. Quelqu'un qui défend ce qui est juste. Mais quelque part en cours de route, j'ai oublié. J'ai laissé Madison me convaincre que t'aider signifiait te gérer.
Que l'amour signifiait le contrôle, que prendre soin de toi signifiait te prendre des choses. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas encore, peut-être jamais. Mais je demande si un jour, pas maintenant, mais un jour, je pourrais regagner le droit de me considérer comme ton fils. J'ai retrouvé la vieille boîte à outils de papa dans un box de rangement. Tu t'en souviens? La rouge Craftsman qu'il a achetée en 1985. Je l'utilise pour reconstruire le porche de mon nouvel appartement. Je commence petit, apprenant à construire des choses au lieu de prendre ce qui est déjà construit. Je t'aime, maman. Je suis désolé, ne suffit pas, mais je suis désolé quand même. Ton fils, j'espère, David. J'y suis resté longtemps, tenant cette lettre. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux étaient humides, mais je ne pleurais pas. Je ressentais le poids des années d'amour et de trahison et la longue route entre eux. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Ruth. Il m'a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'elle disait? Je la lui ai lue, mot pour mot. Quand j'ai eu fini, Ruth est restée silencieuse un instant. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ferais, mon chéri? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais je vais te dire ceci, ce garçon essaie. La question est de savoir s'il essaie de se sentir mieux ou d'être meilleur. Seul le temps te dira ce qu'il en est. Alors, j'attends. Tu attends. Et tu regardes. Et tu décides à tes propres conditions, pas aux siennes. J'ai plié soigneusement la lettre et je l'ai mise dans ma Bible entre les psaumes et les proverbes. Puis j'ai continué ma journée. 6 semaines et 2 jours après que j'ai changé les serrures, le 27 décembre pour être exact, David m'a envoyé un SMS à 8h15. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais puis-je passer ce samedi? J'ai remarqué la dernière fois que je suis passé que la clôture du jardin est cassée. J'aimerais la réparer. J'apporterai mes propres outils. Je ne demanderai pas à entrer. Laisse-moi juste faire cette seule chose, s'il te plaît. J'ai fixé ce SMS pendant 10 minutes. Puis j'ai répondu. Samedi 9h. Apporte tes propres outils. Samedi matin, je me suis réveillé à 6h30. J'ai fait du café, me suis assise sur le porche et j'ai regardé le soleil se lever, essayant de comprendre ce que je ressentais, nerveuse, pleine d'espoir, méfiante, tout à la fois. À 8h58, une Honda Civic bleue que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée. David est sorti. Il avait maigri, peut-être 7 kilos. Ses cheveux avaient besoin d'être coupés. Il portait un vieux jean et une chemise en flanelle dont je me souvenais d'il y a des années, et il portait la boîte à outils rouge de papa. Il s'est arrêté au bord de la pelouse. Bonjour, maman. Bonjour. La clôture est là. Côté est du jardin. Il a hoché la tête et s'est approché. Il n'a pas demandé de café. Il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Il s'est juste mis au travail. Je suis allé à mon jardin et j'ai commencé à travailler sur les parterres, les préparant pour les plantations de printemps. Nous avons travaillé pendant 2 heures sans parler, juste le son de son marteau et de ma truelle. Nous faisions tous les deux ce qu'il fallait faire. Finalement, vers 11 heures, il a parlé. J'ai rejoint un groupe d'hommes au centre communautaire de Lake Street. J'ai continué à creuser. Quel genre de groupe? Pour les hommes qui se sont perdus dans leur relation, qui ont besoin de savoir comment être de nouveau des hommes au lieu d'extension de leur partenaire. Il fit une pause. Nous sommes 8. Tous d'âges différents, de situations différentes, mais la même histoire. Nous avons cessé d'être nous-mêmes. Comment ça se passe? Difficile. Vraiment difficile. Mais bien. Plus de silence. Il a martelé. J'ai planté. Madison voulait que je te demande quelque chose avant qu'elle ne parte. Il a dit finalement. J'ai levé les yeux. Quoi? Elle voulait que je te demande si tu envisageais d'abandonner. Il s'est arrêté. Non. En fait, elle a exigé que je le demande, mais je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de te demander quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je te choisissais plutôt qu'elle. J'ai dit oui, je te choisissais. Que j'aurais dû te choisir dès le début. Je suis retourné à ma plantation.
Elle déménage à Boston? Elle est partie la semaine dernière. Ses parents paient les déménageurs. Il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Il s'avère que quand on a vraiment besoin d'eux, ils aident. Il m'a juste fallu tout perdre pour comprendre qui est ma vraie famille. À midi, il a terminé la clôture. Il est venu vers moi, là où je travaillais. Tout est fait. Ça devrait tenir encore 5 ans au moins. Merci, maman. Il s'est arrêté, a recommencé. Puis-je te demander quelque chose? Vas-y. Penses-tu que papa me pardonnerait un jour ce que j'ai fait? Je me suis assise sur mes talons et j'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le garçon qui aidait son père à construire des nichoirs dans ce même jardin. L'adolescent qui restait éveillé toute la nuit pour étudier pour son examen de CPA à cette table de cuisine. L'homme qui m'avait tenu la main aux funérailles de son père et qui avait promis de toujours prendre soin de moi. Ton père t'aimait, dis-je lentement. Mais il m'a aussi dit un jour, l'amour sans limite n'est qu'une permission d'être utilisée. Tu as dépassé les limites, David. De très mauvaises. La question n'est pas de savoir si ton père te pardonnerait. C'est de savoir si tu peux te pardonner et devenir quelqu'un qui ne le fera pas de nouveau. Il a hoché la tête, les yeux humides. J'essaie. Je sais. Il a ramassé sa boîte à outils, a commencé à marcher vers sa voiture, puis il s'est retourné. Ruth prépare du gombo dimanche prochain. Je me suis entendu dire à 13h. Tu peux venir si tu veux. Son visage entier a changé. J'aimerais bien. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. Je le promets. Il est parti en voiture. Je l'ai regardé jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis entré et j'ai appelé Ruth. Je l'ai invitée au dîner du dimanche. Tu l'as fait? Je l'ai fait. C'est bien? Ma chérie, c'est ta guérison, ton calendrier, tes conditions. Elle fit une pause. Je ferai du gombo en plus. 17 mars 2025, premier dimanche de printemps. Ma table de salle à manger était pleine. Ruth était assise à ma droite, portant la robe violette qu'elle gardait pour les grandes occasions. David était assis à ma gauche, plus silencieux qu'avant, mais présent. Vraiment présent. Madame Chen et son mari, Robert, étaient en face de moi, riant de quelque chose que leur petit-fils avait fait. Sœur Patricia de l'église était là avec sa fille, Kesha. Le jeune Marcus du centre d'alphabétisation, l'enfant que je tutorais, est venu avec sa grand-mère. La table était couverte de nourriture, mon poulet frit et mes choux verts, le gombo de Ruth, les raviolis de Madame Chen, le mac and cheese de Sœur Patricia. Tout le monde avait apporté quelque chose, et l'odeur de tout cela ensemble était comme une symphonie. Je me suis assise à la tête de la table, la place qui était la mienne, dans la maison qui était la mienne, entourée de personnes qui me voyaient comme une personne, pas comme un problème à gérer. David a croisé mon regard et a souri. Un vrai sourire, hésitant, mais sincère. Il venait au dîner du dimanche depuis 8 semaines maintenant. Parfois nous parlions de choses difficiles. Parfois nous ne parlions pas beaucoup du tout, mais il venait. Chaque semaine, il venait. Après le dîner, il m'a aidé avec la vaisselle. Nous nous sommes tenus côte à côte à l'évier, lui lavant, moi essuyant comme nous le faisions quand il était enfant. Merci de me laisser être ici, a-t-il dit doucement. Merci d'avoir mérité ta place ici. Maman, Il s'est arrêté. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je suis reconnaissant que tu me donnes la chance d'essayer de faire mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire, mon chéri, essayer de faire mieux. Après le départ de tous, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant le soleil se coucher derrière les maisons d'en face. Le même coucher de soleil que j'avais regardé pendant 47 ans. La maison était de nouveau silencieuse, mais c'était un bon silence, un silence paisible. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Ruth. Belle soirée. Ta table, ta maison, ta vie, tes conditions. Fier de toi, ma sœur. J'ai répondu avec un emoji cœur. L'un des rares emojis que j'avais appris à utiliser. Puis je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise dans le fauteuil de James, de retour du garage, de retour à sa place. J'ai pris la nouvelle clé que Frank m'avait faite.
Je l'ai tenu dans ma paume. Laiton massif, frais et lourd. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été dur avec David, si j'aurais aimé être plus indulgente, plus rapide à le laisser revenir. Je ne le regrette pas, car l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'effacement. Et j'avais été suffisamment effacé. Cette maison n'est pas seulement la mienne maintenant. Elle est de nouveau la mienne. Et il y a une différence. Je ne sais toujours pas si David et moi guérirons complètement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais ceci. Je n'échangerai plus jamais ma paix contre le confort de quelqu'un d'autre. Je ne me ferai plus jamais petite pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Et je ne m'excuserai jamais d'occuper de l'espace dans ma propre maison. La serrure qu'ils ont changée. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce qu'elle m'a appris la leçon la plus importante. Quand quelqu'un vous enferme hors de votre vie, parfois la réponse n'est pas de mendier une clé. Parfois, il suffit de construire une porte plus solide. Et vous décidez, à vos propres conditions, en votre propre temps, qui a le droit d'y entrer. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et je l'ai verrouillée pour la nuit. Un tour de clé, un clic solide. Ma maison, ma serrure, ma vie. Enfin, complètement paisiblement mienne.